Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous suivre sur la plateforme Evenprod. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos programmes. Bienvenue dans votre émission Grand Témoin, votre nouvel espace de réflexion et de débat constructif. Nous y accueillons des experts reconnus, figures emblématiques et décideurs clés pour qu'ils partagent leurs analyses, leurs perspectives et leurs expériences sur les sujets brûlants qui façonnent notre Sénégal et notre Afrique. Nous avons un immense plaisir aujourd'hui de recevoir Madame Djeila Yayawan, professeure. Bonjour. Bonjour, Chérif. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons parler d'investissement et droit économique au Sénégal, globalement du climat des affaires et de la sécurité juridique. Rappelons que vous êtes maître de conférences agrégé, enseignante-chercheur à l'université Hassan Sek de Ziguinchor, ancienne directrice du laboratoire d'études stratégiques de défense, paix et sécurité du CHEDS. Vous avez exercé également la fonction de consultante pour l'Organisation mondiale du commerce et l'Organisation mondiale de la santé. Vous êtes également titulaire d'une agrégation de droit privé délivrée par le CAMES, d'un doctorat en droit économique de l'Université de Genève et de master obtenu aux universités de Savoie et de Lausanne, de même qu'à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Chérif. Tout le plaisir est pour moi d'être là aujourd'hui. Le Sénégal vient de voter un nouveau code des investissements. La réforme s'inscrit, selon les autorités, dans une perspective stratégique de compétitivité économique et vise à consolider la place du Sénégal parmi les destinations d'investissement les plus attractives de la région. Ce nouveau code est le fruit d'une concertation inclusive avec les acteurs publics et privés, selon l'agence nationale chargée de la promotion de l'investissement et des grands travaux APIX, qui va d'ailleurs organiser les 7 et 8 octobre le forum Invest in Sénégal. On va en parler bien évidemment. Dans le même temps, le Sénégal, le nouvel exécutif, n'a jamais caché son souhait de renégocier certains contrats d'investissement. Question pratique sur ce dernier point, la renégociation des contrats d'investissement visée réaliste ou simple gageur? Je vous remercie pour cette question, Chérif. Je voudrais encore revenir sur tout le plaisir que j'ai d'être là aujourd'hui pour répondre à vos questions sur cette thématique très actuelle. Parce que comme vous l'avez annoncé, il va y avoir un forum Invest in Sénégal qui va se tenir la semaine prochaine. Donc, sur la question de l'investissement en tant que tel, je pense pour pouvoir répondre à votre question, il va falloir revenir un tout petit peu sur le cadre juridique de l'investissement. L'investissement, comme vous le savez, c'est une matière qui est à la confluence de plusieurs disciplines. Parce que l'investissement, c'est véritablement un aspect important des relations internationales. Parce que dans l'exemple que vous donnez, ou en tout cas dans la situation dont il est question ici, c'est-à-dire le nouveau code de l'investissement, véritablement, c'est un texte qui s'adresse aux investisseurs nationaux, mais aussi étrangers. Voilà pourquoi il est important de revenir un peu sur le cadre juridique de l'investissement. Et à ce niveau, je pense que le rappel historique peut être pédagogique. Parce que les investissements, on en parle véritablement depuis le Moyen-Âge. Mais le cadre d'investissement tel que nous le connaissons aujourd'hui, il a ses racines avec la signature du premier traité d'investissement en 1959 par l'Allemagne avec le Pakistan. Pourquoi signature d'un traité bilatéral d'investissement? Parce qu'il s'agit ici d'un souci pour les économies développées, les pays développés en général, de sécuriser les investissements de leurs ressortissants dans les territoires dits risqués. Avant cela, nous avions peut-être la protection diplomatique qui pouvait être invoquée. Nous avons notamment un juriste ancien du XVIIIe siècle qui parlait de la protection diplomatique, Aimère de Vatel. Pour lui, c'est plutôt le souverain national qui doit s'occuper de la protection de l'étranger et veiller surtout à la protection de son droit de propriété. Le droit de propriété qui constitue un droit fondamental qui a été consacré par des instruments juridiques majeurs comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la Constitution du Sénégal, martèle aussi l'importance du droit de propriété, juste pour souligner l'aspect particulièrement important de ce droit de propriété. Et donc, sur la question de l'investissement, c'est la protection du droit de propriété de l'investisseur qui constitue l'assise, l'aspect le plus important. Parce que ce qui s'est passé, après justement cette période 1959,
c'est qu'il y a eu une vague de nationalisation, d'expropriation des investisseurs. Oui. 59 aussi, c'est un repère historique essentiel parce que nous sommes ici, bien sûr, avec la signature du premier traité d'investissement, nous sommes aussi à la confluence de deux craintes géopolitiques majeures. 1959, ici, on est à une période où le communisme est en train de s'étendre au-delà des limites naturelles qui lui avaient été fixées au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes aussi à la veille de la période de décolonisation. Et décolonisation, ça signifie peut-être que donc, ces colonies, qui étaient donc sous la domination des puissances occidentales, vont obtenir leur indépendance et affirmer haut et fort qu'ils ont une souveraineté totale sur leurs ressources naturelles. Et c'est dans ces entrefaites qu'en 1962, il y a l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de la résolution 1803 qui va formuler la souveraineté permanente des États sur leurs ressources naturelles. Ouais. Et donc ça, ici, donc, il y a un changement fondamental. Une révolution qui va se produire justement par rapport à l'exploitation de ces ressources naturelles. Et voilà pourquoi, dans cette situation particulière, on va mettre l'accent sur la conclusion de traités bilatéraux d'investissement. Oui. L'objectif, bien sûr, de ces traités, comme je vous l'ai dit, c'est de protéger les investissements qui sont faits par les puissances étrangères, par les entreprises étrangères dans ces territoires dits risqués. Et donc, voilà donc ce qui fait ici le terreau de l'apparition même donc de ce droit de l'investissement. Et c'est ce qui explique même la physionomie de ce droit de l'investissement. Parce que vous parlez du code de l'investissement, mais quand vous voyez les dispositions qui figurent dans un code de l'investissement, il y a véritablement deux impératifs qui sont mis en avant. C'est d'abord la protection juridique des investisseurs, mais aussi la promotion de l'investissement. La promotion qui constitue un aspect essentiel, parce que les investissements directs étrangers permettent en tout cas au pays de pouvoir obtenir certains acquis, de pouvoir atteindre certains objectifs en matière de développement. Donc c'est pourquoi donc, ces investissements donc, constituent un aspect crucial et qui constituent aussi un aspect qui est même au cœur des politiques économiques des États. Ce cadrage, ce rappel historique est extrêmement important. Pour un investisseur international, en tout cas, la question de l'arbitrage est cruciale. C'est pour ça que je reviens à cette question initiale. Le nouvel exécutif n'a pas caché son désir ardent de renégocier certains contrats d'investissement. Effectivement. Est-ce que les voies légales ne sont pas sinueuses et quelles sont les possibilités selon vous? Alors, pour pouvoir parler de ça, il est aussi important de revenir sur l'architecture même de ces traités d'investissement. C'est l'occasion de préciser que les sources en matière d'investissement, elles sont de trois ordres, qui se chevauchent. Nous avons d'une part les traités bilatéraux d'investissement, nous avons aussi les contrats d'investissement qu'on appelle aussi les contrats d'État, et nous avons aussi les codes de l'investissement qui constituent les lois nationales en matière d'investissement. Et donc chacun de ces instruments, bien sûr, comporte des dispositions en matière d'investissement. Et quand on a parlé tout à l'heure de sécurité, il est évident qu'au stade contractuel, ici on aura un instrument, le contrat c'est un instrument de prévision qui permet à l'investisseur de mettre en avant les objectifs qui lui paraissent essentiels dans le cadre de son investissement. C'est la raison pour laquelle, donc, dans les clauses qu'on retrouve dans ces contrats d'investissement, il y a des clauses qui sont incontournables, notamment bien sûr l'identification des investisseurs, le préambule, qui permet ici de revenir un peu sur la raison d'être de cet investissement. Nous avons aussi, et ça ce sont des dispositions qui sont communes aux contrats, aux traités, mais aussi aux lois d'investissement. Mais l'objectif des contrats en particulier, c'est de pouvoir accorder des incitations en matière d'investissement. Il y a des clauses qu'on peut retrouver comme le traitement juste et équitable. Nous avons la nation la plus favorisée. Nous avons aussi la clause du traitement national. Ici, c'est l'occasion pour l'investisseur de défendre ses intérêts, de veiller à ce que aussi, à travers les clauses de stabilisation qui constituent d'autres clauses de ces contrats d'investissement, à ce qu'il n'y ait pas de changement du cadre juridique lors de l'exécution de son investissement. Parce qu'évidemment, quand on dit territoire risqué, ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri de craintes géopolitiques. Ou de changement de régime. De changement de régime, effectivement. Donc, un nouveau régime, exactement, un nouveau régime qui arrive et qui a la volonté de faire table rase, même si ce n'est pas la volonté qui a été exprimée par les autorités sénégalaises en l'occurrence, parce qu'ils ont quand même pris la précaution de dire que dans ce travail de renégociation, il n'est pas question de tout détruire, pas du tout. Il n'est pas question de faire table rase.
Il faut juste voir dans quelle mesure il est possible de renégocier ces conventions Et justement, afin de défendre les intérêts du Sénégal. Absolument. On note un engagement à tirer pleinement parti des ressources naturelles pour asseoir une prospérité équitable et le développement tant espéré. Les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l'amélioration de ses conditions de vie, comme le stipule d'ailleurs la Constitution dans son article 25. L'engagement et la volonté sont donc légitimes. En revanche, les voies légales peuvent être difficiles à trouver. Je parle de la renégociation toujours de ces contrats qui, manifestement, sont des contrats bétonnés, si je comprends bien. On a parlé de clauses de stabilisation. On a aussi des clauses d'intangibilité de ces contrats. On a des clauses parapluies qu'on appelle umbrella clause. Umbrella clause, c'est la clause en vertu de laquelle l'État d'accueil de l'investissement s'engage à respecter toutes les obligations qu'il a consenties au terme de l'investissement. Tout à l'heure, j'ai parlé aussi de la clause du traitement juste et équitable. Ça veut dire qu'il ne faut pas décevoir l'attente légitime de l'investisseur. Quand il vient, c'est par rapport à une visée particulière. Maintenant, dans l'exécution du contrat d'investissement, il faut lui permettre véritablement de réaliser cet objectif que vise l'investisseur. Bien évidemment, au sujet de cette clause du traitement juste et équitable, il y a toute une littérature au plan juridique. Parce que quand on dit traitement juste et équitable, on a quand même l'impression que c'est une notion qui est assez vague. Voilà pourquoi, lors des litiges, il arrive parfois que l'investisseur fasse donc montre de prétentions qui peuvent paraître déraisonnables. Surtout que, par rapport, à leur boîte à outils réglementaire, il y a certaines exigences. Ce qui n'est pas forcément le cas au niveau national, parce qu'on sait que, par exemple, la réglementation en matière d'investissement peut être assez, j'allais dire rustique, mais peut-être assez limitée. Mais justement, quels sont les mécanismes de règlement des différents privilégiés par le Sénégal? On a la Chambre de commerce internationale, institution nationale d'arbitrage, et quelle est leur perception d'efficacité actuelle? Non, justement, par rapport même à ce règlement des différends, il est important de s'arrêter un instant. Parce que dans les clauses de ces contrats d'investissement, et même dans le Code de l'investissement, on le retrouve notamment dans le Code de 2004, il y a le recours à l'arbitrage qui est clairement stipulé. Dans le Code de l'investissement, on dit peut-être qu'il peut y avoir une procédure de conciliation ou d'arbitrage. Ça, c'est pour les investisseurs étrangers, mais pour les investisseurs nationaux, c'est plutôt les tribunaux nationaux qui peuvent être ici privilégiés. Et l'arbitrage par rapport à ce niveau-là d'investissement, c'est là que se situe toute la problématique actuelle des investissements étrangers. Comment ça? Parce que l'investissement est en train de se révéler comme un processus qui est en train de donner beaucoup de fil à retordre aux États d'accueil. Parce que l'investissement ici, l'arbitrage d'investissement, il faut souligner sa particularité essentielle. Ce qui se passe en matière de traitement des différends internationaux, c'est que souvent ce sont des États qui sont en face d'autres États. En matière d'investissement international, ici, on a un investisseur qui est une personne physique ou une personne morale de droit privé qui va agir contre un État. Et ça, c'est le seul cas en droit international où on retrouve cette configuration en matière de litige. Et même en matière de droits humains, même s'il est possible pour un particulier de saisir une instance internationale, il faut d'abord que ce dernier ait tout d'abord donc fait l'effort, fait la démarche de s'adresser d'abord aux tribunaux nationaux et d'épuiser toutes les voies de recours au niveau interne avant de s'adresser à l'instance internationale. En matière d'arbitrage international, ce n'est pas le cas. L'investisseur qui se sent lésé a la possibilité tout de suite de saisir un tribunal arbitral. Nous avons un cas pratique, allez-y. Et justement, c'est par rapport justement à ce déroulement même de l'arbitrage. Parce que c'est par consentement mutuel que l'arbitrage peut se faire. Et l'arbitrage, c'est une justice qui est particulière. C'est une justice qui est secrète. Voilà pourquoi les débats se déroulent à huis clos. Et c'est une justice aussi qui est extrêmement chère. À titre d'exemple, des États comme l'Équateur, en 2004, ont pu être condamnés parce que justement, ils n'avaient pas tenu les promesses en matière d'investissement. Et le montant des dommages, intérêts ou dédommagements accordés à l'investisseur américain qui avait attaqué cet État, c'était 7% du budget de l'Équateur. Quand même. Et à titre de comparaison, on dit ici que 7%, c'est le montant des dépenses qui sont prévues en matière de santé. Donc, vous dire à quel point l'arbitrage est en train de devenir un véritable problème en matière d'investissement. Et malheureusement, le Sénégal est en train d'en faire les frais. Avec Woodside, justement, qui a décidé
de saisir une instance arbitrale le cas pratique, dans son problème donc, avec l'État du Sénégal. Avec le fisc sénégalais, où Saïd donc a initié une procédure d'arbitrage international auprès du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, le CIRDI. Après un recours infructueux au tribunal de grande instance de Dakar, le groupe s'est dit convaincu d'avoir agi conformément au règlement applicable au contrat de partage. Je signale que vous êtes juriste d'affaires auprès de sociétés et cabinets d'avocats. Vous avez travaillé dans ces sociétés-là. Quelles sont les chances concrètes du Sénégal dans ce dossier? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la tendance actuelle en matière d'arbitrage, c'est d'offrir la victoire, en tout cas de reconnaître la victoire, pas d'offrir, mais c'est de reconnaître la victoire des investisseurs, entreprises. Pourquoi? 2 tiers des affaires. C'est systématique? 2 tiers parce que peut-être là, il faudra en revenir au contenu des contrats. Dans ce cas, on ne parlera plus de justice, alors Oui, c'est une justice. Parce que l'arbitrage, c'est par consentement mutuel que les 2 parties décident de recourir. Et ce sont les 2 parties qui choisissent leur propre arbitre. Il y a 3 arbitres. Dans une instance arbitrale, l'investisseur choisit son arbitre, l'État, contre lequel donc, on décide d'agir, choisit son arbitre, et le 3e, qui sera donc le véritable juge de l'instance, il va être choisi d'un accord mutuel, à la suite d'un accord mutuel entre les 2 parties. Donc, ce qui veut dire quand même que c'est une justice qui est consensuelle. Donc, quand on consent à aller à l'arbitrage, en fait, ce ne sont pas les États qui sont livrés pieds et poings liés à l'arbitrage, ils y consentent eux-mêmes. Mais je vous ai dit, les instances arbitrales sont très complexes. Elles sont décriées, complexes, et elles sont même décriées à cause du coût même des procédures d'arbitrage. Ça va donc dans les millions de dollars. Dans les millions de dollars, en frais d'honoraires, en honoraires d'avocats, en honoraires d'avocats et en frais de procédure. Et je disais donc que les États qui sont condamnés ont réellement des factures très salées à payer. Et ça, véritablement, c'est par rapport aux prévisions contractuelles. Parce que le contrat, comme je vous ai dit, c'est un instrument de prévision. C'est là que l'État a la possibilité de défendre ses intérêts. Et c'est là aussi que l'investisseur défend ses intérêts. Et j'imagine que les investisseurs, souvent, étant des entreprises privées, elles prennent quand même la précaution de bien négocier le contenu de leur contrat. Surtout que c'est souvent les États qui sont demandeurs en matière d'investissement. J'ai dit que tout à l'heure, l'investissement, ça permettait en tout cas le transfert de capitaux. Ça permet de résorber le chômage. Donc ça permet aussi, pourquoi je veux dire, donc, des certains gains au plan financier. Voilà pourquoi donc, les États, souvent, surtout quand ils font l'effort, dans le cadre de leur code de l'investissement, de prévoir des dispositions incitatives, c'est véritablement dans le sens d'attirer les investisseurs. En termes clairs. Peut-être qu'au moment même de la rédaction du contrat, tout n'est pas fait. Donc je suis plus, tu vois, c'est vraiment, je ne fais que subodorer pour véritablement veiller à ce que la phase contentieuse éventuelle puisse être à l'avantage de l'État d'accueil. En termes clairs, sur le dossier Woodside Sénégal devant le CIRDI, les chances du Sénégal sont infimes. Je dirais oui, infimes, oui, parce que je vous disais tout à l'heure que en matière d'investissement, avec l'obligation du traitement juste et équitable, les investisseurs, quand l'État d'accueil veut remettre en cause la réglementation au plan fiscal, quand l'État d'accueil ne tient pas ses engagements, ils ont tendance à saisir les instances arbitrales. Et quand il y est question ici des litiges, on en revient à ce qui avait été accepté par l'État d'accueil. Donc si dans le contrat de base, il avait été convenu que les déductions au plan fiscal seraient d'un certain montant, le Sénégal, on verrait assez bizarrement que l'État du Sénégal vienne après demander plus. Et ça, ce sont des cas d'ouverture d'arbitrage qu'on a pu voir dans l'histoire même des instances arbitrales. À chaque fois que les États ont voulu revenir sur les acquis, sur les incitations qu'ils avaient accordées, l'investisseur n'hésite pas à saisir un tribunal arbitral. Et souvent, il arrive à obtenir gain de cause. Et je dirais donc par rapport à ces instances arbitrales, elles se sont multipliées. Depuis même la première instance arbitrale qui a eu donc en 1987, il y a eu une croissance exponentielle des cas d'ouverture d'arbitrage. Et je vous ai dit que le bilan même de ces instances arbitrales, c'est que dans 2 tiers des cas,
ce sont les investisseurs donc, qui gagnent, qui obtiennent gain de cause. En même temps, la démarche n'est pas inédite. Il y a des expériences similaires concernant d'autres pays à la suite de transitions politiques majeures. La Bolivie en 2006, le Libéria et la Sierra Leone en 2008, ainsi que la Guinée en 2011 en sont des exemples. Dans ces cas, les transitions gouvernementales ont précédé la révision des accords. Alors, pourquoi là-bas et pas ici? Ici, oui, on peut tenter. Oui. Il n'est pas dit qu'on ne peut pas renégocier un contrat. Oui. Ça reste quand même un accord de volonté, générateur d'obligations. Comme on l'est défini dans le Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal, un contrat, on peut le revoir, surtout dans le cas des contrats d'investissement, qui sont des contrats de longue durée. Parce que la situation qui prévalait lors de la signature de la Convention, il n'est pas certain que c'est celle qui va perdurer. Donc quand il y a un changement de circonstances, il arrive bien sûr que ce contrat doit être renégocié. C'est possible, mais c'est complexe, voire difficile. Difficile, peut-être pas. Les parties peuvent s'entendre en amont pour renégocier le contrat quand il y a un changement de circonstances qui entraîne un déséquilibre de la Convention. Très bien. Parce qu'il peut y avoir une dévaluation monétaire, par exemple. Qui rend le contrat caduc. C'est le terme auquel je pensais. Mais en tout cas, qui remet en cause les prévisions contractuelles. On peut avoir des clauses de hardship, c'est comme ça qu'on les appelle. Quand l'exécution du contrat devient difficile, il ne sert à rien de s'acharner sur un contrat dont les données économiques fondamentales ont changé. Donc là, il faut avoir quand même la sagesse de revenir à la table des négociations, mais à condition que ça ait été prévu en amont. Mais je disais aussi qu'en matière d'arbitrage, les investisseurs, à chaque fois que leurs attentes originelles sont déçues, ils ont tendance donc à aller devant le tribunal. À attaquer d'arbitrage. Est-ce que les investisseurs, en particulier étrangers, font réellement confiance au système judiciaire sénégalais? Le nouvel exécutif cherche... Non? Vous dites non tout de suite? Non, tout de suite, parce que je vous ai dit que l'arbitrage, ça a été conçu justement dans le but d'avoir une instance qui soit neutre. Parce que les tribunaux nationaux, ce sont des tribunaux nationaux. On a beau clamer l'indépendance de la justice, peut-être que dans leur esprit, comme ils sont dans un nouvel environnement juridique, qu'ils ne comprennent pas forcément. Parce que nous savons quand même en matière de droit, nous avons des systèmes juridiques qui s'opposent fondamentalement. Nous avons le système romano-germanique qui est le système français, auquel nous sommes le plus proches, et nous avons le système anglais, qui est le droit coutumier qu'on appelle la common law. Et les Anglais, il n'est pas dit qu'ils comprendront le système juridique sénégalais. Donc c'est la raison pour laquelle cette justice étatique qui fonctionne selon ses propres règles, ses propres codes, peut ne pas être compréhensible pour Woodside, l'Australie, pays anglophone, certainement, qui se rallie à la conception coutumière, qui est donc celle de la common law. Et voilà pourquoi, comme ils ne comprennent pas les règles de ces instances, la prudence veut que, certainement, ils s'en réfèrent à une instance qui est neutre, où ils ont la possibilité de choisir leurs propres arbitres pour bien sûr régler le différend. En même temps, l'état de droit est un concept quand même universel. On parle souvent de l'importance de l'état de droit dans la décision d'investir dans un pays. Quelle est selon vous la réalité au Sénégal sur ce point? Sur ce point, bon, l'état de droit, bien sûr, on est quand même un état de droit. Pourquoi les investisseurs étrangers ne feraient pas confiance à notre système judiciaire? C'est pour les raisons que je vous ai expliquées. Ils ne sont pas sûrs de comprendre comment fonctionnent les juridictions. Ils ne maîtrisent pas forcément le cadre légal sénégalais, parce que nous avons des lois qui sont nationales. Même si un effort a été fait dans le sens de la communautarisation du droit, à travers l'OHADA, qui est une instance communautaire, à travers laquelle donc, il y a des textes qui sont applicables donc, au domaine des affaires, mais encore une fois, rien ne nous dit que ces investisseurs étrangers, ils y comprennent grand-chose. Voilà pourquoi même dans la négociation des contrats, ils feront en sorte que leur visée soit reflétée dans le document. Parce qu'un contrat, on peut le rédiger de deux façons. Surtout dans le domaine des affaires. On peut avoir, bien sûr, la manière anglo-saxonne, qui est de tout mettre dans la convention. Le contrat sera une sorte de Bible qui va revenir précisément sur l'ensemble des obligations auxquelles les parties donc s'astreignent. Et nous avons aussi la manière romano-germanique, tradition française, de rédiger un contrat qui s'oppose à celle anglo-saxonne. Et l'importance d'un contrat, il faut le souligner. Et donc c'est ces documents-là qui va régir les relations entre les deux parties. C'est le cas aussi des traités bilatéraux. Les traités, ce ne sont que des contrats en matière internationale, qui lient des États. Et même par rapport au règlement des litiges, on parle de l'arbitrage,
mais ce n'est pas systématique. Parce que nous avons aussi au niveau de l'Organisation mondiale du commerce un accord général sur le commerce, sur les investissements. Et à ce niveau-là, les États ont la possibilité aussi de voir comment régler leurs différends de manière diplomatique. Mais encore une fois, l'arbitrage, pour l'heure, reste le mode préféré de règlement des litiges en matière d'investissement. Alors, professeur Djelia Yayawan, l'investissement, comment dire, en tant qu'expert en droit privé, quel est le rôle réel et tangible de l'OHADA, vous l'évoquiez tout à l'heure, donc l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, dans la sécurisation des investissements au Sénégal, en particulier concernant le droit des sociétés et l'exécution des contrats? Alors, l'OHADA, c'est une organisation qui a vu le jour depuis 1993. Dans un contexte juridique particulier. Nous avons ici des États africains, anciennes colonies françaises pour la plupart, qui continuent à appliquer des dispositions qui dataient donc d'une période très ancienne, notamment des règles qui sont issues du Code civil de 1804 pour la plupart des États. Pour les autres, le cadre juridique, comme le cas du Sénégal, avait évolué, mais ne permettait pas en tout cas de sécuriser les investissements, de sécuriser le monde des affaires. Nous avions des dispositions qui étaient archaïques, obsolètes. Nous avions aussi une certaine insécurité juridique et judiciaire. Et c'est même inscrit dans le préambule du traité de Port-Louis, qui constitue donc le traité même de création de cette organisation. Et donc voilà pourquoi, pour remédier à ces défaillances, à ces insuffisances, donc ces États, membres de l'organisation, ont jugé nécessaire de moderniser leur réglementation, afin de rendre celle-ci prévisible pour les investisseurs. Parce que pour un investisseur, encore une fois, étranger, qui arrive dans un pays, qui se trouve face à des textes qui sont anciennes, avec souvent une organisation judiciaire qu'il a du mal à comprendre, ce qui entraîne une certaine imprévisibilité dans les décisions qui sont rendues, ça peut constituer un facteur des textes qui sont anciennes, mais qui sont quand même nos textes. Oui, mais anciens. Parce qu'on sait que la vie des affaires, elle évolue très rapidement. La vie des entreprises, elle évolue très rapidement. Donc, voilà pourquoi on a jugé nécessaire à ce niveau-là de revoir les textes qui étaient applicables. Donc de les rendre modernes et puis de les adapter à la situation de nos économies. C'est ça ce qui a prévalu, en tout cas, et ce qui a motivé donc, la décision d'adopter des actes uniformes au sein de l'OHADA en matière d'investissement. L'OHADA, surtout par rapport à ce problème de l'arbitrage, essaie de trouver des réponses. Et la réponse qui a été trouvée, c'est à travers la création de la Cour commune de justice et d'arbitrage qui se trouve à Abidjan, qui constitue l'organe même de règlement des différends en matière donc, de droit des affaires en général. Parce que la CCJA, elle a une compétence en matière juridictionnelle et elle intervient aussi en matière d'arbitrage. Et par rapport à ça, il y a un acte uniforme sur l'arbitrage qui a été donc rédigé déjà en 1999 et qui a été révisé depuis 2017 afin de contrebalancer un peu ces déséquilibres qu'on note en matière d'arbitrage d'investissement. Parce qu'il ne faudrait pas que toutes les affaires d'investissement, d'arbitrage d'investissement, se retrouvent devant le CIRDI, Centre international de règlement des différends relatifs aux investissements. Cadre où Saïd a attaqué le Sénégal. C'est ça, c'est ça. On va, des États africains, donc membres de l'OHADA, essaye par la mise en place de la CCJA de voir donc, dans quelle mesure donc, cet organe, cette instance pourrait intervenir en matière d'arbitrage. Peut-être que ça peut changer aussi les règles du jeu. Absolument. Pourquoi pas? Pourquoi pas? L'investissement passe par le financement, je le disais. Comment le dispositif juridique sénégalais sécurise-t-il l'accès aux garanties quand même pour les investisseurs et le droit des sûretés, donc OHADA, est-il pleinement appliqué pour rassurer quand même les bailleurs de fonds internationaux? Alors, l'acte uniforme sur les sûretés, donc c'est un texte qui, comme vous l'avez dit vous-même, donc constitue le cadre légal même des garanties qui sont fournies par les investisseurs pour obtenir des financements auprès des institutions de financement. Mais l'acte uniforme sur les sûretés, je crains que ça ne s'applique, en tout cas que ce ne soit intéressant que pour les particuliers ou les sociétés d'une certaine taille. Parce que quand on parle d'investissement, c'est des montants qui sont colossaux. Absolument. Et donc là, on ne parlera plus d'octroi de crédit, mais de financement. Et le droit du financement touche au droit boursier. Parce que ce sont les bourses qui sont en mesure de proposer certains montants
à certains investisseurs et même aux États. Vous voyez, pour le cas du Sénégal, les appels publics à l'épargne qui sont lancés, c'est au niveau des bourses. L'État ne va pas devant les banques. Appels publics à l'épargne qui sont lancés désormais tous les trimestres. C'est ça. Les banques ne sont pas en mesure d'offrir ces niveaux de financement. Quand l'État cherche plus de 20, 30 milliards, les banques, en tout cas au niveau où elles sont actuellement. Les banques commerciales? Les banques commerciales, justement, au niveau où elles sont, ne sont pas en mesure de fournir ces financements. Et à ce niveau, en matière d'investissement, nous avons notamment la Société financière internationale, qui constitue l'instance de financement des organes privés de la Banque mondiale qui intervient en matière de financement des États ou des investisseurs. Donc, véritablement, on est à un niveau beaucoup plus important. Parce que les montants que les investisseurs désirent, que les États désirent, ils peuvent les obtenir auprès des bourses. Des bourses de valeur et auprès donc, de ces investisseurs institutionnels, notamment la Société financière internationale. Mais les banques, ce sont elles surtout qui utilisent les mécanismes de sûreté. Donc les sûretés, c'est l'hypothèque. L'hypothèque qui porte sur les biens immobiliers. Nous avons le nantissement, le gage, etc. Il y a tout un ensemble de mécanismes qui sont prévus. Mais là, véritablement, ça s'adresse à un niveau qui est micro et pas vraiment macro. Vous parlez de la Banque mondiale qui me fait penser à une autre institution de Bretton Woods, comme on dit, le FMI, le Fonds monétaire international, qui a actuellement un dossier avec le Sénégal. Vous avez suivi le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, la dernière fois, demander au fonds de presser un tout petit peu le pas concernant le dossier du Sénégal au fond. Que vous inspire ce dossier et les lenteurs depuis septembre 2024? Les lenteurs, je pense qu'elles sont compréhensibles parce que nous sommes ici dans une situation d'incertitude. Quand on parle de crédit, ça vient de credere, qui veut dire croire. L'aspect confiance est essentiel pour pouvoir accorder un crédit. Parce que le crédit, c'est la confiance, même en français. Vous voyez donc une institution qui est à ce niveau-là, qui octroie des montants, donc des prêts d'un montant qui sont à des montants qui sont colossaux. Je pense que c'est de bonne guerre si elle réclame toutes les garanties. Toutes les garanties, et malheureusement, comme on l'a suivi dans le débat public, il y a quand même beaucoup de suspicions. Et cette lenteur impacte quand même un peu notre climat des affaires, notre cadre macroéconomique. Puisque aujourd'hui, on a du mal à aller sur les marchés. Vous avez suivi le président de la République demander au FMI donc d'aller un peu plus vite, mais pour permettre déjà de savoir sur quel pied danser, mais permettre aussi aux partenaires du Sénégal de pouvoir continuer l'échange, la collaboration. Mais, à mon avis, le climat de suspicion est tel que ces institutions, cette institution n'avance qu'à pas compter. Et je pense que c'est tout à fait légitime, parce que pour pouvoir accorder des fonds, je pense quand même, on parle de garanties, des garanties qui consistent certes en des biens qui sont déposés en termes de garanties, mais il faut aussi avoir une situation juridique qui inspire confiance. Et là, par rapport à ça, c'est une situation juridique, mais aussi financière, qui inspire confiance. Et il y a eu beaucoup de suspicions, beaucoup de débats sur l'existence d'une dette qui est cachée. Et là, je pense que ça entraîne même des doutes sur l'intégrité et la crédibilité même des institutions qui gèrent les financements du Sénégal. Et je pense que pour une institution comme le FMI, je ne pense pas qu'il soit ici seulement question de faire du social. Certes que oui, ça peut être un aspect qui peut être intéressant, aider les pays dans leur développement, mais il y a aussi la contrepartie de cette dette qui va être accordée, c'est de pouvoir se faire rembourser. Et pour pouvoir se faire rembourser, je pense que l'institution qui accorde les financements, elle tient à quand même s'entourer de toutes les garanties. Sans compter l'impact quand même pour le Sénégal. Notre note a été abaissée. Il est un peu plus difficile pour le Sénégal d'aller sur les marchés. C'est peut-être ces impacts négatifs. C'est la conséquence, bien entendu, de cette situation-là. Mais aujourd'hui, le statu quo est en défaveur, joue en défaveur de la relance économique tant espérée par le nouvel exécutif. Voilà. Maintenant, ce que nous sommes en train de voir, c'est qu'il y a quand même cette démarche de chercher des alternatives. Des alternatives, comme nous le vivons au plan fiscal, au plan justement aussi boursier, bancaire boursier, où quand même il y a ces appels publics à l'épargne qui sont lancés par l'État du Sénégal, qui arrivent quand même à obtenir les sommes
qu'ils demandent, peut-être que là, ça peut nous permettre de patienter. Pour atténuer cette situation. Voilà, ça peut nous permettre de patienter en attendant d'obtenir les financements auprès du FMI. Oui. Le Sénégal dispose d'un nouveau code des investissements adopté par l'Assemblée nationale le jeudi 18 septembre 2025. Des innovations majeures sont notées en droite ligne avec le référentiel Vision 2050 présenté comme un levier d'attractivité, donc de développement potentiel. Projet de loi défendu à l'Assemblée nationale par le ministre des Finances, Cheikh Diba. Le point sur ces nouveautés avec Bala Moussa Camara. La digitalisation des procédures, premier axe stratégique du nouveau code, avec la mise en place d'un guichet unique, digitalisé, permettant des procédures entièrement dématérialisées et un traitement rapide des dossiers d'investissement. L'installation d'un régime fiscal incitatif introduit pour encourager les investissements, notamment pour les projets qualifiés durables et stratégiques. Un autre, tout aussi important, l'inclusion des petites entreprises avec des seuils d'investissement abaissés rendant tous les secteurs éligibles pour les petites et moyennes entreprises, favorisant ainsi leur accès au financement et aux opportunités d'investissement. Dans ce nouveau code, le rôle de l'APIX est renforcé. L'agence ne se contente plus de faciliter les projets, elle s'engage également dans le suivi post-investissement, la prévention des différends et l'accompagnement à long terme. De plus, un comité technique est mis en place pour vérifier les engagements des investisseurs et l'impact des avantages accordés. Le Sénégal, donc, professeur Djaïla Yayawan, s'est doté d'un nouveau code 21 ans après celui de 2024, une réforme couplée, 2004, pardon, une réforme couplée en toilettage du Code général des impôts. La réforme s'inscrit, selon les autorités, dans une perspective stratégique de compétitivité économique et vise à consolider la place du Sénégal parmi les destinations d'investissement les plus attractives de la région. Qu'en pensez-vous ? Moi, je pense que c'est une très bonne chose. C'est une solution qui peut s'avérer donc salutaire par rapport même au cadre même de la vie économique sénégalaise, parce qu'on sait que l'investissement, c'est véritablement un levier essentiel pour attirer les financements dont un État a besoin pour financer son développement. Absolument. C'est aussi un levier essentiel pour la politique d'emploi et même pour l'exploitation des ressources naturelles d'un pays. Oui. Parce que nos États n'ont pas toujours les moyens nécessaires pour pouvoir, même l'expertise pour exploiter ces ressources naturelles. Et donc, je pense que l'investissement direct étranger peut quand même être un moyen intéressant pour réaliser les objectifs de développement durable d'un État. Nous avions un code en 2004, vous disiez, et ce code vient, en tout cas, est sur le point d'être remplacé par ce code de 2025, qui a fait l'objet d'une adoption par l'Assemblée, mais qui n'a pas encore été promulgué, que je sache. Oui. Il y a eu quand même des travaux qui ont précédé l'adoption de ce code. Il y a aussi eu certains impératifs que l'État a essayé de mettre en avant avec l'adoption de ce nouveau texte. Vous avez parlé de la renégociation des contrats, un processus qui a été enclenché depuis déjà 1 an. Et je pense qu'on n'a pas eu d'écho de ce qui s'est passé par rapport à ce qui s'est passé donc, dans cette renégociation. Est-ce qu'elle est terminée ou est-ce qu'elle est encore en cours? C'est toujours en cours. Je pense, oui. Mais je pense que voilà, l'adoption de ce nouveau code s'inscrit dans ce processus. Certainement que dans la révision de ces contrats, ou en tout cas dans l'étude même de ces contrats, on a dû se rendre compte qu'il y a quand même certaines failles qu'il faut combler. Les failles, parce qu'on peut essayer de les deviner par rapport à aux axes qu'on a déjà annoncé par rapport donc, à ce nouveau code des investissements. On a parlé de nouveaux acquis, notamment pour ce qui est de l'instance, de l'organe qui s'occupe de la promotion des investissements, l'APIX. On a un nouveau rôle qui lui est assigné, notamment de servir d'instance qui puisse veiller à ce qu'il n'y ait pas de différend entre les investisseurs et les administrations publiques. Et ça, je pense, c'est un rôle crucial. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé du fait que l'arbitrage constitue malheureusement une issue qui est assez redoutée dans l'exécution des contrats d'investissement. Souvent parce que les États ne voient pas leurs prétentions reconnues et ils sont lourdement condamnés. Donc pour éviter d'en arriver à ce stade, ici l'APIX est invité à agir donc à
de façon préventive. Donc, de veiller donc à la bonne exécution de ces contrats d'investissement et de veiller donc à ce qu'il n'y ait pas donc de dissension ou de litige en matière d'investissement. Nous avons aussi l'élargissement des entreprises qui pourront bénéficier des dispositions incitatives de ce code. En incluant les voilà, les petites entreprises et même les très petites entreprises. Absolument. Donc là aussi, c'est un aspect qui est pris en compte. On a parlé aussi, toujours en termes d'acquis, d'avoir des investissements qui sont responsables, de veiller aussi au développement durable, de même qu'à défendre le contenu local. Oui, absolument. Le contenu local aussi. C'est extrêmement important. C'est permettre aux petites entreprises nationales de pouvoir profiter donc des investissements internationaux. Parce que justement, par l'achat d'intrants, donc ces entreprises internationales pourront donc faire appel à ces entreprises locales, ce qui va permettre donc de donner tout son sens au contenu local. Vous parlez d'investissement responsable, vous pensez exactement investissement responsable. À quoi exactement? On parle parce que c'est aussi inclus dans le nouveau code par rapport aussi à la création d'emplois. Il y a même un label qui pourrait être décerné aux investisseurs qui créent des emplois. Parce que ça aussi, c'est un point d'achoppement entre les autorités locales, nationales et les investisseurs étrangers. Parce que suite même à l'adoption de ce code, il y a eu une commission des finances et du budget qui s'est réunie. Et ce qui revenait souvent dans le discours des commissaires, c'est de pouvoir prononcer des sanctions ou de prendre des sanctions à l'encontre des investisseurs qui ne respectent pas les contenus des contrats. Parce que l'État, quand il quand il signe un contrat avec un investisseur, il veut véritablement que ces investisseurs créent de l'emploi, respectent des dispositions en matière fiscale, en matière bancaire, mais aussi en matière sociale. La question du droit du travail. Et là, à ce niveau-là, je pense que les acteurs de l'investissement nationaux ont pu se rendre compte qu'il y a certains abus. Et donc, comment régler ces abus? Certains des commissaires, dans le compte-rendu de cette réunion, disaient peut-être qu'il faudrait retirer les agréments qui avaient été accordés à ces investisseurs, juste pour les inciter à appliquer fidèlement la réglementation ou en tout cas les obligations qui leur sont imposées au titre de l'investissement. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais on va essayer d'avancer parce que j'ai encore beaucoup de questions à vous poser. Depuis la Covid-19 et la guerre en Ukraine, nos pays sont confrontés à un assèchement des financements internationaux. Selon vous, quelles sont les forces structurelles qui plaident en faveur de l'investissement au Sénégal aujourd'hui? Forces structurelles qui plaident en faveur de l'investissement, c'est-à-dire au Sénégal, c'est-à-dire les atouts aujourd'hui structurels qui pourraient pousser un investisseur à venir. La stabilité politique. La stabilité politique, je pense, constitue un acquis essentiel. Le Sénégal est quand même reconnu pour sa stabilité au plan politique. Même s'il y a parfois des remous en période électorale, je pense que les transitions politiques sont quand même respectées. Et donc le processus électoral se déroule de manière quand même convenable par rapport à d'autres États qui sont en proie à des conflits interminables. Donc là, je pense que c'est un acquis majeur pour le cadre juridique. Même si ça ne suffit pas. Bien sûr, ça ne suffit pas, bien sûr. Il y a aussi le cadre juridique. Je parlais de modernisation des lois. Absolument. Il y a aussi ce nouveau code peut-être entre dans ce cadre. Voilà, non, il y a d'abord les actes uniformes au niveau communautaire. Le nouveau code, effectivement. Parce que la loi ici sert d'incitation donc, pour les investisseurs, notamment au plan douanier, au plan fiscal. Il y a quand même donc, des avantages qui leur sont promis. Et il y a aussi l'encadrement qui va être fourni par les autorités pour l'exécution des investissements. Parfois, nous avons aussi des zones économiques spéciales, les zones franches industrielles aussi qui sont mises en place, qui constituent aussi des zones qui permettent aux investisseurs de pouvoir exploiter donc, leurs investissements en bénéficiant de facilités au plan fiscal. De notre côté? Et de notre côté, oui, voilà, nous avons aussi donc, les ressources naturelles dont le Sénégal dispose à l'heure actuelle, je ne vais pas dire regorge, mais dispose, et qui là aussi permettent en tout cas de conclure des contrats avec des entreprises qui pourront les exploiter et qui nous permettent d'avoir un retour aussi sur l'investissement. Ne serait-ce que le champ Yakar Teranga cherche investisseurs actuellement, mais ça c'est un autre débat. De notre côté, quels sont les freins majeurs qui persistent? On entend souvent parler de lourdeur administrative, d'instabilité réglementaire, voire de corruption, parce que ça existe aussi. Effectivement. Malheureusement. Oui, instabilité réglementaire. Oui, on peut en parler parce que
bon, il y a quand même des réformes qui interviennent pour essayer de faire en sorte que donc, les intérêts du Sénégal soient défendus à travers donc, le cadre légal même, le cadre juridique des investissements. Oui. Et donc, peut-être que là aussi, ça peut être un facteur qui peut être redouté par les investisseurs. Oui. Parce que je vous dis que quand, à l'occasion d'un investissement, il y a une réforme d'envergure qui intervient, ça, véritablement, risque de créer des problèmes par rapport aux attentes légitimes des investisseurs. Et là, je pense que donc, ça peut être un frein. Ça peut être un frein. Mais voilà, ce sont quand même des réalités qui sont incontournables. Oui. Parce que nous sommes, encore une fois, dans le monde des affaires. Absolument. Nous avons des situations qui peuvent être bouleversées tout d'un coup. Hein? Vous avez parlé de la guerre en Ukraine. Absolument. Vous avez aussi parlé de la Covid. Ça veut dire qu'il y a des circonstances extérieures donc, qui finissent par avoir des conséquences, des répercussions. Des facteurs donc, exogènes. Voilà, qui peuvent avoir des répercussions donc, sur le cadre juridique de l'investissement et qui appellent donc, des changements. Et nous avons aussi parfois des questions qui touchent la monnaie. C'est la raison pour laquelle, même dans les contrats d'investissement, nous avons parmi les clauses des garanties de transfert de capitaux. Parce qu'un État, par exemple, pour veiller à la stabilité de sa monnaie, peut décider de bloquer, par exemple, les transferts de capitaux des investissements. Et ça, véritablement, ça nous remet dans ces problèmes qui entourent même l'investissement, qui se déroule parfois dans un cadre qui peut être assez précaire, au vu des données économiques. Absolument. Le Sénégal n'est pas isolé, on est dans un environnement africain de plus en plus compétitif. Comment notre pays se positionne-t-il par rapport à des pays comme le Rwanda, le Maroc ou plus proche de nous, la Côte d'Ivoire, en matière d'attractivité des investissements? Il y a eu quand même une certaine envolée ces dernières années, ces derniers mois, de la Côte d'Ivoire quand même, on peut le dire, en termes de cadre macroéconomique. Le Sénégal, c'est vrai, la Côte d'Ivoire a toujours été la première économie de l'UEMOA, mais on sent une certaine longueur d'avance sur le Sénégal depuis un certain temps, n'est-ce pas? Voilà, chaque pays dispose d'atouts, des atouts qui peuvent se présenter à différents niveaux. Ça peut être au plan même de la localisation de pays, au plan de la localisation géographique. Certains États peuvent avoir des atouts que d'autres n'auront pas. Par exemple, la situation d'un port peut être un facteur qui peut influer sur l'investissement. Parce que nous avons quand même parfois des transports ou des déplacements de choses qui doivent se faire. Nous avons aussi le cadre juridique aussi qui joue aussi un rôle par rapport donc à l'attractivité d'un État. Et c'est à l'État justement d'identifier ses forces et de les mettre en avant, en évidence. La stabilité politique constitue un atout et d'autres facteurs aussi interviennent aussi dans le calcul. Et ça, véritablement, c'est justement dans cette volonté de promotion des investissements que l'État va essayer de voir comment améliorer sa boîte à outils réglementaire, comment améliorer les facteurs qui pourront jouer pour l'attraction des investisseurs. C'est pourquoi donc dans les codes des investissements, je disais que donc souvent on trouve deux volets, protection des investissements, mais aussi promotion des investissements. Comment on protège les investissements? Ça peut être par exemple par la reconnaissance du droit de propriété de l'investisseur. Parce que les investisseurs, ils craignent souvent ce qu'on appelle les expropriations et les nationalisations. Parce que ça peut arriver qu'un investisseur soit exproprié. Et là, si l'État, de manière formelle, s'engage dans son code des investissements, comme ça a été l'article 4 du code des investissements de 2004, où on reconnaît de manière formelle le droit de propriété de l'investisseur, ça déjà, ça offre une garantie à l'investisseur. Parce que n'oublions pas que le droit de l'investissement, c'est un droit de sécurisation des investissements. Maintenant, plus la sécurité sera optimale, plus l'investisseur sera tenté d'aller vers ce pays-là qui lui offre des garanties. Ça signifie aussi, tout à l'heure vous parlez donc du CTA Carteranga, qui ne trouve pas preneur. Et là aussi, le fait de vouloir renégocier des contrats, ça peut jouer aussi à l'encontre de la volonté du pays d'attirer des investisseurs. Parce que l'investisseur, pour lui, renégocier un contrat, ça constitue un risque juridique qu'il n'a pas nécessairement la volonté de prendre. Et ça, c'est d'ailleurs même ce que les analystes soulignent, le fait de vouloir renégocier des contrats d'investissement, c'est une bonne chose pour l'économie nationale, mais véritablement, ça peut avoir un rôle négatif pour ce qui est donc de l'attractivité donc de cet État même en matière d'investissement. Parce que justement, les investisseurs peuvent
peuvent estimer Oui. qu'un gouvernement qui renégocie des contrats peut véritablement présenter Oui. donc, Ce n'est pas certains risques en forcément matière d'investissement. de bon augure. Pas du tout, justement. Très bien. Ouais. L'appartenance à l'UEMOA, parce que nous sommes quand même dans un cadre communautaire, l'appartenance à l'espace UEMOA, à la CEDEAO également et au droit OHADA, est-elle un avantage réel ou une contrainte pour les investisseurs au Sénégal? Donc, en fait, le sens même de ces institutions communautaires, c'est de voir comment créer un espace communautarisé. Oui. On parle même de la réalisation d'un marché commun, un marché unifié. Oui. C'est-à-dire un marché à l'intérieur duquel on ne tiendra pas compte des frontières nationales. Oui, comme C'est la un même SLECAF. espace. Comme la SLECAF. La SLECAF, c'est au niveau continental. Absolument. Parce que c'est un instrument Oui. de l'Union africaine. Et la SLECAF, oui, c'est un accord de libre-échange. Absolument. Et dans les accords de libre-échange, on peut retrouver des dispositions en matière d'investissement. Donc, dans la volonté donc, de créer un marché commun, parce que quand on parle de marché commun, il est ici question d'unifier les marchés des différents États, d'avoir une politique commerciale commune, une politique douanière commune. Et là, ça peut être intéressant pour les citoyens de cette communauté. La CEDEAO, l'UEMOA, dans ces espaces-là, on sait que les populations ont la possibilité de se déplacer. Elles jouissent d'un droit à la libre circulation, au libre établissement, c'est-à-dire la possibilité de créer des entreprises. Oui. Et là, véritablement, ce sont des facteurs qui peuvent être intéressants pour donc, les acteurs qui appartiennent donc, à ces instances communautaires. Oui. Maintenant, pour l'investisseur, le fait qu'il y ait une instance communautaire, ça signifie quoi? Ça signifie au niveau de la fiscalité de porte. Oui. Okay, on a les mêmes taxes qui doivent être payées, quel que soit le point d'entrée auquel on accède à cet espace communautaire. Le Sénégal, que ce soit le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc. Oui. On appliquera donc, la même fiscalité de porte. Le Code général des impôts du Sénégal vient d'être changé. Oui. Qu'en pensez-vous? Les impôts, comme on le comprend là actuellement, la fiscalité constitue un levier pour l'État du Sénégal pour obtenir les fonds la mobilisation dont il a besoin, justement pour la réalisation de l'agenda national de transformation. Et donc ça permet quand même de mobiliser, en tout cas d'obtenir les fonds nécessaires pour pouvoir donc mener ces politiques qui sont prévues au terme de cet agenda national de transformation. Maintenant, est-ce que cette fiscalité ne va pas entraîner justement cette révision de la fiscalité ne va pas entraîner un retour sur les acquis qui avaient été précédemment accordés. Ça peut être aussi un point qu'il faudra examiner pour voir réellement quel est le sens de cette réforme. Est-ce qu'elle va dans le sens d'alléger les impôts ou plutôt de voir s'il y a de nouveaux postes de fiscalité. Les fonds d'investissement vont là où on leur offre le plus d'avantages. Parce que l'investisseur, c'est quelqu'un, un acteur qui cherche à faire du profit. Maintenant, véritablement, dans le choix d'amener ces fonds dans un pays, ça, c'est une décision qui est un aspect important. Je vous sens un peu sceptique. Non, pas du tout. Mais c'est vrai que, quand même, la fiscalité constitue un levier essentiel dans la politique qui est actuellement déroulée. Parce que les fonds, encore une fois, dont on a besoin pour le développement, il va falloir aller les chercher et c'est au niveau, justement, fiscal que l'accent est mis. Et d'ailleurs, même dans la commission de renégociation, il paraît que c'est un fiscaliste qui dirige cette commission. Et donc, quand même, ça en dit long, en tout cas, sur les orientations qui sont prises, en tout cas, en matière donc d'investissement. Alors, certains projets d'investissement suscitent des tensions, parfois sociales, ou des critiques accaparementaires, conflits environnementaux, par exemple. Les abonnés de la chaîne Even Prod ont suivi la semaine dernière le débat sur le contenu local. Vous en parlez tout à l'heure avec différents acteurs. Le cadre juridique sénégalais est-il suffisamment équilibré entre protection de l'investissement et préservation des droits sociaux et environnementaux? En tout cas, dans la révision de la Constitution qui est intervenue, je pense, en 2016, tout à l'heure, vous avez cité l'article 25, qui souligne que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Leur exploitation doit se faire dans l'intérêt même des populations, pour la prospérité nationale. Maintenant, ce qui veut dire que, finalement, les ayants droit, ce sont les populations mêmes. Et malheureusement, dans les pratiques des compagnies minières, pétrolières, il arrive parfois qu'il y ait des dégradations de l'environnement.
Donc, ça, c'est quand même des éléments qui sont avérés, Oui. des faits qui sont avérés. Et dans la politique aussi, en matière sociale, dans les droits sociaux, Oui. la politique sociale, est-ce que les droits des travailleurs sont réellement respectés? Tout à l'heure, je vous disais que la commission qui statue en matière donc, budgétaire, financière, à plusieurs reprises dans l'examen de ce nouveau code de l'investissement, ils ont insisté sur le fait, par exemple, qu'il faudrait parfois procéder à des retraits d'agrément des investisseurs, Oui. simplement parce que ces derniers ne respectent pas les droits des travailleurs, Oui. ne respectent pas les prescriptions en matière de responsabilité sociale et environnementale. Donc ça signifie quand même que ce sont des faits qui sont avérés. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans ce nouveau code de l'investissement, le législateur est revenu sur ces facteurs. Parce qu'on a quand même l'impression, je vous le disais, qu'il n'y a pas eu de suivi de l'application du code de 2004. Et je pense que pour cette fois-ci, je pense que donc, l'APIX a été capacité pour veiller au suivi des investissements. C'est dire donc qu'il y a un cahier des charges de l'investisseur, un contrat à travers le contrat et les obligations auxquelles donc l'investisseur donc est assujetti et qu'il devra respecter. Et ils vont y veiller justement pour la protection de l'environnement et pour la protection des travailleurs. Et peut-être aussi prévoir des contraintes en cas de violation de ces obligations. Alors, si vous deviez proposer 3 réformes prioritaires, professeur Djella Yawan, pour améliorer le climat des affaires au Sénégal, lesquelles mettriez-vous en avant? Donc, dans la discussion que nous venons d'avoir, nous avons souligné surtout les effets pervers de l'arbitrage d'investissement. Et au plan légal, je pense qu'il est important de réfléchir à nouveau sur les mécanismes de règlement des différends. Et je disais qu'il y a même un facteur qu'on appelle le chilling effect, c'est le gel réglementaire. De plus en plus d'États qui ont fait l'objet de condamnations en matière d'arbitrage n'osent plus prendre de mesures, parfois salutaires, en matière de protection de l'environnement. On peut citer le cas du Mexique, à travers 2 affaires retentissantes. TechMed et aussi Metalclad. Dans le premier cas, il y avait refus d'un permis d'exploitation. Dans le deuxième cas, fermeture d'un site d'élimination des déchets dangereux. Ça, ce sont des mesures qui sont salutaires au plan environnemental. Pourtant, le Mexique a été condamné par les instances arbitrales. Et donc, ce gel réglementaire constitue un véritable problème. Ça signifie que les États n'auront plus, finalement, j'allais dire, l'audace de prendre des mesures allant dans le sens de protéger leur environnement ou de protéger leur population. Et ça, je pense que c'est une situation qui est paradoxale. Et voilà pourquoi, au niveau même des règlements de différends, il faut réfléchir donc à un mécanisme qui permette aux États de prendre les mesures qui sont importantes pour protéger leur environnement ou protéger leur population. Et c'est la raison pour laquelle je ne vais pas parler donc du Code panafricain de l'investissement qui s'achemine dans cette direction. Il y a aussi l'OADA, dont j'ai cité donc la CCGA. Absolument. Il y a aussi la ZLECAf, qui essaie de mettre en place des mécanismes. Et il y a aussi au niveau international, au niveau international, une cour multilatérale de l'investissement. On va essayer de mettre en place justement une cour qui sera permanente. Parce qu'actuellement, l'arbitrage, on fait appel à des juges selon les cas. Et je pense que mettre en place une cour, ça permettra en tout cas de fixer des règles déontologiques en matière d'arbitrage. Donc ça, c'est un premier levier. Donc toujours aussi par rapport à cette politique d'investissement, je pense que le code qui est sur le point d'être donc promulgué, je pense qu'il réalise un saut qualitatif. Parce que certains ont pu dire que le code de 2004 était obsolète, et bien sûr, les réalités qui prévalaient lors de la rédaction du code de 2004, l'adoption du code de 2004, ont évolué au plan géopolitique. Vous avez parlé de la guerre en Ukraine. Absolument. Vous avez parlé aussi de la situation post-Covid. Et ça, dans les rédacteurs de ce nouveau code, ils en ont tenu compte. On parle d'investissement responsable. On parle ici de respect du contenu local. Et on parle aussi du transfert de technologies. Ça, ce sont des leviers qui sont essentiels. Pour vous, tout ça pour va permettre dans le bon à un sens. État, justement, de bien profiter de l'investissement. Très bien. Pour bien profiter de l'investissement. Et le fait aussi de permettre aux petites et aux très petites entreprises de bénéficier des dispositions favorables de ce code, là aussi, ça va dans le sens aussi de l'amélioration de la vie économique. Très bien. Simplement.
Merci beaucoup, professeur Djeylaya Ewan. Je vous en prie. C'était un plaisir de vous recevoir. C'est anecdotique, mais je le dis quand même, vous êtes la première femme à passer dans cette émission. Evenprod espère de tout cœur en recevoir d'autres. Merci pour Merci cet échange aussi stimulant qu'instructif. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chérif. Merci. Et je suis très honorée, justement, d'être la première femme, Oui. de faire ce baptême du feu. Oui. Et j'espère que d'autres femmes suivront. Qu'il y en aura d'autres. On espère bien. Et rendez-vous à l'université puisque vous allez retourner à Assensec pour le deuxième semestre. Tout à fait. C'est ça. Les enseignements. Merci à vous, chers téléspectateurs de la plateforme Evenprod. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos différents programmes. À bientôt.